Nous vous souhaitons la bienvenue à toutes et à tous dans ce premier webinaire co-organisé par Delta CE et Comité Conseil. Alors ce premier webinaire est consacré au sujet qui touche toutes les entreprises disposant d'un CSE, puisqu'il s'agit du rôle que les élus du CSE vont devoir jouer dans cette période de crise. Donc nous avons volontairement attendu avec comité conseil avant de nous exprimer sur le sujet autour du coronavirus. Bon, comme vous le savez, il y a eu plusieurs mesures et puis plusieurs dispositifs qui ont été mis en place dans l'urgence et au fil de l'eau. Activités partielles, télétravail, prise de RTT de congés payés, les réunions CSE, etc. Donc on a préféré attendre un petit peu avant de nous exprimer parce que voilà, les choses changeaient tellement vite. Donc là, on a décidé de prendre la parole. On a estimé que c'était le bon moment. Voilà pour cette introduction. Alors moi, je me présente donc Ahmed Elouari. Voilà, je travaille chez Delta CE. Et voici Sandrine qui va co-animer le webinaire. Donc je te laisse te présenter, Sandrine. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Sandrine de Lessard. Donc je travaille donc au sein de Comité Conseil depuis maintenant 10 ans. Donc je suis juriste en droit social et mon métier est d'assister les représentants du personnel relatives à toutes leurs questions relatives au droit du travail, que ce soit d'ordre collectif ou d'ordre individuel. Ok. Alors on va vous présenter brièvement les sociétés pour lesquelles on travaille. Donc je laisse le soin à Sandrine de présenter Comité Conseil. Donc Comité Conseil, donc ça fait donc plus de 25 ans que l'entreprise existe. Et donc notre mission, c'est vraiment, comme je vous le disais, l'assistance au quotidien des représentants du personnel. Et notre mission, c'est de répondre à toutes vos questions relatives donc au droit du travail, que ce soit d'ordre collectif, donc toutes les questions que vous pouvez avoir concernant vos attributions en tant que membre du CSE, les règles de déroulement des réunions, vos attributions, les missions de la CSSCT, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail. Et également, on répond à toutes les questions d'ordre individuel. Donc là, toutes les questions liées au contrat de travail, à vos conventions collectives et à vos accords d'entreprise. Mais également, Comité Conseil fait de la formation et donc nous proposons des formations sur 1 ou 2 journées, tout dépend de vos besoins, sur notamment vos missions en tant que membre du CSE. Et maintenant, je vais laisser Ahmed présenter Delta CE. Alors Delta CE, en quelques chiffres, c'est plus de 20 ans d'expertise auprès des CSE. C'est des solutions innovantes, voilà, comme la première application mobile pour les CSE en 2014. C'est Optimiseo pour gérer les heures de délégation des élus et des délégués syndicaux. C'est un service d'accompagnement bienveillant. C'est plus de 400 clients, CSE qui nous font confiance. C'est des solutions digitales pour maintenir la relation avec les salariés, comme les applications mobiles ou des offres d'e-commerce digitalisées. Alors aujourd'hui, nous allons voir 4 thèmes. Donc le premier thème, ce sera quelles sont les missions, les attributions du CSE pendant cette période d'état d'urgence sanitaire, quels sont les points surtout qui ont été modifiés ou en tout cas aménagés par les ordonnances qui ont été prises depuis le début du confinement. On va également voir comment se déroulent les réunions du CSE, puisqu'également on a une ordonnance qui a modifié les choses. On va aussi voir ensemble comment quand même continuer à garder le contact avec vos collègues, avec les salariés de vos entreprises pendant cette période si particulière. Et nous finirons pour faire un point sur les activités sociales et culturelles, quelles sont les nouveautés, les ordonnances qui ont été prises sur ce point, et aussi voir discuter ensemble pour quelles réflexions vous devez avoir concernant ces activités sociales et culturelles pendant cette période, encore une fois, très particulière. Et à la fin, nous ferons un échange de questions-réponses pour répondre à l'ensemble de vos questions. Quelles sont les missions du CSE pendant cette période d'état d'urgence? Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, je pense que vous avez tous entendu parler, notre gouvernement a mis en place des ordonnances qui ont modifié certaines règles, notamment certaines attributions du CSE. Mais toutes les attributions du CSE n'ont pas été modifiées.
Donc, comme avant cette période d'urgence sanitaire, vous, en tant que membre du CSE, l'instance CSE doit continuer à être informé et consulté en amont lorsque l'entreprise va mettre en place un projet qui aura un impact collectif. De même, vos attributions relatives à la santé et la sécurité au sein de vos entreprises n'ont pas été modifiées, n'ont pas été supprimées. Donc là, pour le moment, on entend parler d'une reprise éventuelle. On va vraiment être très prudent par rapport à ça à partir du 11 mai prochain. Donc si vos entreprises, si on va prendre l'hypothèse que on est tous déconfinés le 11 mai. Les entreprises vont devoir s'interroger sur quelles vont être les conditions de ces reprises et notamment quel type d'aménagement, que ce soit d'horaire, d'aménagement des bureaux devront être faits pour assurer toujours la sécurité des salariés au sein de vos entreprises. Et bien là, vous, en tant que membre du CSE, vous devrez bien sûr être informé et consulté en amont. Il faut vraiment bien avoir à l'esprit que vos attributions générales n'ont pas été supprimées. Vos employeurs doivent continuer à vous informer et vous consulter en amont. En revanche, il y a quand même certains points, certains sujets où des modifications, des aménagements ont été faits pour bien sûr prendre en compte cette situation très particulière. Donc il y a deux sujets, donc c'est l'activité partielle que l'on va voir et tout ce qui est relatif au RTT et congés payés. Alors merci Sandrine pour cette petite introduction et cette précision. Alors moi j'ai envie de te poser une question. Quelles modifications ont été apportées au sujet de l'activité partielle? Alors, ce qu'il faut savoir, vous en tant que membre du CSE, avant la période d'urgence sanitaire, quand l'employeur mettait en place l'activité partielle, il devait informer, consulter le CSE en amont. Donc c'était avant de faire la démarche, avant de demander l'autorisation à l'administration. Et bien là, ils ont modifié les choses. Puisque là, on a quand même actuellement plus de 8 millions de salariés qui sont en activité partielle. Et bien maintenant, vos employeurs peuvent vous consulter, les CSE, a posteriori, c'est-à-dire qu'ils vont faire la démarche, ils vont faire leur dossier, l'envoyer à l'administration pour que celle-ci donne une réponse. Eh bien, l'avis du CSE peut être donné a posteriori et plus en amont. Ça, c'est une des premières modifications. Et également, deuxième modification qui vous impacte, vous, directement, membre du CSE, c'est que vous avez un statut particulier. Ça, je pense que vous le savez. En tant que membre du CSE, vos employeurs ne peuvent pas vous imposer que ce soit une modification de votre contrat de travail ou une modification de vos conditions de travail sans avoir votre accord au préalable. Or, la mise en place de l'activité partielle, c'est ce qu'on appelle une modification des conditions de travail. Et normalement, dans ce cadre-là, vos employeurs devaient vous demander en amont votre accord avant de vous mettre en activité partielle. Mais là encore, il y a eu des changements. Via une ordonnance, maintenant, les législateurs a pris la décision que même malgré vos statuts salariés protégés, quand une entreprise met en place l'activité partielle au sein d'une entreprise, il n'a plus besoin de demander en amont l'accord des représentants du personnel. Votre service est mis en chômage partiel, eh bien, vous serez mis en chômage partiel. Votre employeur n'a pas l'obligation de vous demander votre accord au préalable. Ça, c'est vraiment aussi un des grands changements. Et aussi pour préciser les choses, on parle souvent, il y a beaucoup de termes qui sont utilisés. On parle de chômage partiel, chômage technique, activité partielle. C'est le même dispositif. Avant, l'ancien nom, c'était chômage partiel. Ça a été modifié en 2013. Maintenant, on parle d'activité partielle au niveau légal. Mais si vous parlez de chômage partiel, c'est le même dispositif. Sachant aussi que l'activité partielle ou le chômage partiel peut prendre deux formes. Quelles sont ces formes-là? Soit c'est une fermeture totale de l'entreprise ou seulement partielle, c'est-à-dire une fermeture qui va concerner que certains services, mais également l'activité partielle peut prendre la forme d'une réduction d'horaire. C'est-à-dire que vous allez continuer à travailler, mais on a certains clients qui continuent à travailler parfois que le matin ou que l'après-midi ou seulement quelques jours en fait par semaine. Donc, il faut vraiment avoir en tête que l'activité partielle peut avoir deux formes parce que souvent, on a eu beaucoup de questions par rapport à ça, donc c'est pour ça que je préfère vous préciser ce point.
Ok, bah merci Sandrine pour ces précisions. Et moi, j'avais envie de vous poser une question sur les congés payés RTT. Quels sont les aménagements apportés sur les congés payés et les RTT? Alors, on va déjà prendre le point par rapport aux congés payés. On a une ordonnance en fait qui a été prise en mars dernier, qui permet en fait à l'employeur d'imposer la prise de 6 jours de congés payés, 6 jours ouvrables, donc ouvrables du lundi au samedi, ou 5 jours ouvrés, donc du lundi au vendredi, sans avoir à respecter un délai de prévenance d'1 mois. Parce qu'en principe, quand un employeur veut mettre des salariés en congés payés, il doit respecter le délai légal qui est d'1 mois ou le délai qui peut être négocié au sein de vos entreprises. Et bien là, vu la situation particulière, les législateur a aménagé les règles relatives aux congés payés et permet aux employeurs de pouvoir imposer la prise donc de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables sans respecter d'1 mois. Par contre, l'employeur devra respecter un délai à minima d'1 jour franc. Quand même, il y a quand même un délai minimal qui a été mis en place. Mais attention, pour pouvoir imposer la prise de ces 6 jours ouvrables ou 5 jours ouvrés de congés payés, il y a quand même une condition. Il faut qu'un accord d'entreprise ait été négocié au sein de vos entreprises pour permettre l'imposition de ces 5 jours ou ces 6 jours ouvrables. Donc, soit un accord d'entreprise, donc négocié, soit avec les délégués syndicaux ou le CSE en l'absence de délégués syndicaux, et j'y reviendrai. Ou à défaut, il peut également y avoir eu un accord au sein de votre branche d'activité, donc au sein de votre convention collective, qui permettent aussi d'imposer la prise de ces jours de congés payés. On a notamment la branche d'activité donc de l'automobile et de la métallurgie qui ont négocié des accords au niveau de la branche permettant d'imposer la prise de ces congés payés. Donc, je pense que certains ont peut-être déjà fait déjà eu des points par rapport à ça avec leur direction. Premier point, vérifier. Revenez vers nous si vous voulez, bien sûr, n'hésitez pas. Vérifiez, est-ce qu'il y a un accord au niveau de votre convention collective qui prévoit l'imposition de ces congés payés? Et si c'est pas le cas, est-ce que votre employeur envisage ou non de négocier un accord d'entreprise? Alors, quel est l'impact pour vous, membres du CSE? Alors, si l'accord d'entreprise est négocié avec délégués syndicaux, en théorie, normalement, le CSE n'a pas à être informé, consulté sur ce projet d'accord d'entreprise. Ça, il y a eu une modification il y a quelque temps. Pour autant, en pratique, nous, ce qu'on voit, c'est quand même beaucoup d'employeurs mettent quand même le point à l'ordre du jour des réunions du CSE pour au moins informer les membres du CSE qu'une négociation va avoir lieu. Et rien ne vous interdit non plus, vous, en tant que membre du CSE, et notamment les secrétaires présents, je pense, ce matin, de mettre ce point à l'ordre du jour juste en point d'information. Information sur la négociation en cours, sur la prise des congés payés. C'est aussi important, même si vous n'avez pas d'avis à rendre, mais d'avoir des informations sur qu'est-ce qui va être mis en place dans vos entreprises. Et sachant que pour ceux qui n'ont pas de délégués syndicaux dans leur entreprise, eh bien, il faut avoir à l'esprit, que en tant que membre du CSE, vous pouvez aussi négocier ces accords d'entreprise. La loi prévoit que quand il n'y a pas de délégués syndicaux, eh bien, c'est les membres du CSE qui vont négocier ces accords avec l'employeur. C'est pour ça que il faut être vigilant par rapport à ça. Pour les RTT, ce qui est prévu maintenant, ce qui est prévu, c'est que l'employeur va pouvoir imposer la prise donc de RTT, 2 jours de repos pour ceux qui sont en forfait jour. Donc forfait jour, c'est quand les salariés travaillent en moyenne 215 jours sur l'année, mais également les droits affectés dans un compte épargne-temps, un CET. Donc l'employeur va pouvoir imposer la prise de ces jours. Quelles sont les conditions? Il doit prévenir les salariés 1 jour avant. Le nombre total de jours, donc RTT, jours de repos, forfait jour, et CET qui peut être imposé, c'est maximum 10 jours. Et sachant que cette mesure-là, elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2020, ce qui est pareil pour les congés payés. Et sachez que ce qui a été précisé, c'est que vous, en tant que membre, en tant que CSE, vous devez être informé par l'employeur du fait qu'il va imposer la prise de ces RTT, jours de repos ou droits affectés dans un compte épargne-temps. Et une fois que l'employeur vous aura informé, vous aurez 1 mois pour rendre votre avis. Là encore, la consultation va intervenir a posteriori. Donc,
Normalement, c'est toujours le principe, c'est une consultation en amont, mais ce qu'on voit, c'est qu'ils ont aménagé les choses pour permettre aux employeurs de pouvoir imposer des mesures plus rapidement qu'avant. On va continuer à informer le CSE et le consulter, mais ces deux sujets-là, la consultation pourra intervenir a posteriori. Après, si les employeurs continuent de vous consulter en amont, tant mieux, mais s'ils le font a posteriori sur ces deux sujets-là, ils sont dans la légalité. C'est ça, il faut l'avoir. Donc, pour résumer, 10 jours de RTT RTT, jour de repos affecté sur un CET, l'employeur peut l'imposer sans accord d'entreprise. C'est maximum 10 jours jusqu'au 31 décembre prochain. Pour les congés payés, pour pouvoir imposer la prise de 6 jours ouvrables sans attendre à respecter un délai d'un mois, l'employeur doit négocier un accord d'entreprise s'il n'y a pas d'accord au niveau de votre branche, de votre convention collective. Écoutez, merci Sandrine pour avoir répondu à cette première question. Alors c'est vrai que il y aurait encore matière à discuter. Ce que je vous propose, c'est vos questions. On essaiera avec Sandrine de répondre à quelques questions à la fin du webinaire. Merci. Alors on va passer à la question suivante, qui est aussi très importante. C'est comment alors c'est quelles sont les modifications, parce que les réunions CSE, il y a eu des ordonnances dans le passé pour réguler notamment les réunions à distance, mais récemment il y a eu des modifications. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Sandrine? Oui, tout à fait. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est bien sûr que la périodicité des réunions n'a pas été modifiée par les ordonnances. D'accord? Ça veut dire que, à défaut d'accord dans votre entreprise, vous devez avoir une réunion tous les 2 mois si vous avez un effectif inférieur à 300 salariés, et vous devez avoir une réunion tous les mois si votre effectif était au moins égal à 300 salariés. Alors, qu'est-ce qui a été modifié? Vous le savez, depuis un certain nombre d'années maintenant, le législateur permet au CSE de se réunir via la visioconférence. Mais pour le moment, le nombre de réunions par visioconférence sur une année civile était limité à 3. Sauf accord, bien sûr, contraire négocié sans des entreprises. Mais en tout cas, au niveau de la loi, c'était seulement 3 réunions sur une année, donc de janvier à décembre. Là, une ordonnance a été prise, donc c'était début avril, pour dire, en fait, les réunions en visioconférence deviennent quelque part la norme, la règle, puisque beaucoup d'entreprises sont fermées, parce que soit les salariés sont en télétravail ou en activité partielle ou chômage partiel. Et donc, mais pour autant, les obligations de vos employeurs concernant les réunions continuent. Et donc, le législateur a dit il faut qu'on s'adapte forcément à la situation si particulière. Et donc, les réunions en visioconférence deviennent la norme. Donc, c'est pour les réunions du CSE, mais aussi des commissions du CSE, notamment la commission santé, sécurité et conditions de travail, et aussi CSE centrale. Mais ils ont mis en place 2 nouveaux dispositifs. Le premier, c'est la conférence téléphonique. Donc, et le second, c'est les réunions par messagerie instantanée, du type WhatsApp, par exemple. Alors, sachant que les réunions par messagerie instantanée ne peuvent avoir lieu seulement si les réunions par visioconférence ou par conférence téléphonique ne sont pas possibles. Les réunions par messagerie instantanée, c'est vraiment la dernière option. C'est pas du tout la norme. Donc, les conférences téléphoniques, il faut bien sûr que le dispositif technique qui est mis en place permette bien sûr de garantir l'identification des membres qui participent à ces réunions. Et il faut toujours, bien sûr, une retransmission continue et simultanée du son. Il faut que ceux qui participent à ces réunions en conférence téléphonique puissent entendre clairement l'ensemble des participants. Après, ça, c'est votre employeur qui doit mettre en place ce dispositif technique. C'est votre rôle, c'est de poser des questions par rapport à ça, qu'est-ce qui va être mis en place, mais ce n'est pas vous, c'est pas le CSE qui est responsable de la mise en place du dispositif technique. Et après, pour la messagerie instantanée, là pareil, l'employeur en fait va vous envoyer des messages pour vous indiquer à quelle heure va commencer la réunion et l'heure prévisionnelle de fin de la réunion.
Il faut savoir que le fait que les réunions se fassent par conférence téléphonique ou messagerie instantanée n'empêche pas les suspensions de séance. Si par exemple vous avez besoin de prendre du temps pour vous réunir, pour discuter tous ensemble sur des points importants, puis en ce moment on parle quand même de sujets très importants, il faut surtout pas hésiter et de demander des suspensions de séance. Que ce que vous voulez, ce qui a été modifié, c'est plus la forme des réunions, puisque maintenant il y a, vu le contexte, il y a plus de réunions physiques, des réunions par visioconférence, par conférence téléphonique, et si on peut pas, par messagerie instantanée. Mais toutes les règles qui encadrent les réunions du CSE sont maintenues. Donc, les secrétaires présents, vous devez toujours continuer à faire conjointement avec les présidents du CSE les ordres du jour. Vos employeurs doivent continuer à vous convoquer aux réunions du CSE et vous transmettre les ordres du jour 3 jours avant les réunions. Ces règles-là n'ont pas été modifiées. C'est vraiment la forme. C'est la visioconférence devient quelque part la norme puisque on est tous confinés, donc c'est compliqué sinon d'organiser les réunions. Et en plus, la loi permet de faire des réunions par conférence téléphonique, ce qui n'était pas possible avant cette ordonnance, et également par messagerie instantanée quand les deux autres dispositifs ne sont pas possibles. Donc après, on pourra en reparler après, mais je sais pas ce qui a été mis en place chez vous, mais il faut avoir ça en tête pour en discuter justement avec votre direction pour quand même continuer à faire ces réunions du CSE qui sont très importantes, notamment du fait de l'évolution de la législation. Merci Sandrine. Alors on va juste laisser quelques secondes à ceux qui n'ont pas encore répondu au petit sondage. Alors comme vous pouvez le voir, vous êtes quand même une majorité à continuer à organiser des réunions pendant cette période de confinement, ce qui est très très bien d'ailleurs. Oui, c'est très bien. Faut continuer parce que c'est toujours important. De toute façon, comme je vous l'ai dit au début de ce webinaire, c'est qu'il y a quelques règles qui ont été modifiées, aménagées par les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement, mais la plupart des règles, le reste des règles relatives au CSE sont maintenues. Et juste une question, Sandrine, Oui. quand il s'agit d'une décision concernant une formation ou à distance ou comment ça se passe? Est-ce que ça peut se faire dans le cadre d'une réunion à distance? Oui, après, si vous avez encore des dépenses à faire, si vous voulez, le CSE reste un organe collégial malgré la situation. Si vous avez des décisions à prendre, des factures à payer, des choix à faire entre les prestataires, il faut mettre le point à l'ordre du jour d'une réunion du CSE qui a lieu en visio ou par conférence téléphonique et vous ferez le vote pendant ces réunions. Cette règle-là, elle n'a pas été modifiée. Il faut continuer à prendre les décisions collégialement. D'accord, merci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais publier les résultats. Voilà. Je vais partager les résultats pour que vous les voyez. Je pense que tout le monde voit les résultats maintenant. Ok. Bon, bah écoutez, on va passer à la suite. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, la question suivante, c'est concernant maintenant les salariés. Comment on maintient le contact, comment on communique avec eux. Oui. Alors, c'est une question importante. C'est pour ça qu'on voulait vous en parler parce que le seul moyen légal dont vous disposez en tant que membre du CSE pour communiquer avec vos collègues, c'est le panneau d'affichage. Alors, comme on est tous, comme pour la plupart, confinés, c'est compliqué de pouvoir communiquer via ce biais-là. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est, si c'est pas déjà le cas, négocier avec votre direction pour qu'elle l'accepte que vous puissiez communiquer via l'adresse mail professionnelle. Là, il faut vraiment avoir un accord parce que malheureusement, le Code du travail ne vous permet pas, en tant que membre du CSE, de communiquer via l'adresse mail professionnelle. Peut-être que, au regard de la situation, les choses vont peut-être évoluer dans les prochains mois, les prochaines années. Ça, je peux pas vous dire, je l'espère. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Donc, premier point, on essaie de voir si la direction accepterait que vous puissiez communiquer via ce biais-là. Si ce n'est pas possible, après, là, c'est à vous de faire preuve, on va dire, d'un peu d'inventivité. Si vous avez le numéro de téléphone personnel de vos collègues, essayez de continuer de les contacter via ce biais-là. Même chose pour l'adresse mail personnelle. Je sais aussi que nous avons des clients qui ont des sites internet
notamment pour proposer des activités sociales à leurs collègues, eh bien, vous pouvez aussi, via ce biais-là, mettre un petit message en rappelant que le CSE continue d'exercer ses missions, qu'ils peuvent vous contacter, quitte à remettre des numéros de téléphone de certains membres du CSE. C'est vraiment important, à notre sens, de rester visible et de garder le contact avec les salariés. Et comme Ahmed vous en a parlé aussi en début de présentation, Delta C a aussi mis en place une appli mobile. Donc, vous voyez, il faut vraiment se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place si notre direction ne veut pas qu'on communique l'adresse mail professionnelle pour continuer à être présent auprès de nos collègues. C'est vraiment important. Même chose, vous, votre mandat en tant que membre du CSE, il continue. Même si vous êtes en activité partielle, votre mandat, lui, n'est pas suspendu. Vous pouvez continuer à prendre vos heures de délégation. Et bien sûr, vous devez continuer à être convoqué aux réunions du CSE. Et donc, aussi, il faut continuer à faire des réunions préparatoires entre membres du CSE afin de faire le point sur la situation et les différentes questions et les questions qui vont se poser dans les semaines à venir dans différentes sociétés. Donc, c'est vraiment continuer à garder le lien et continuer à faire vos réunions préparatoires entre vous. Après, maintenant, je connais pas, je suis pas une informaticienne, mais il y a beaucoup de dispositifs qui permettent de faire des réunions à plusieurs et garder toujours un contact. Alors moi j'ai juste une question, Sandrine. Est-ce qu'il est possible pour le CSE de faire une demande officielle auprès de l'entreprise pour utiliser cet email professionnel? Ah oui, bien sûr, oui. Et je pense, je vous invite à le faire. Alors après, le problème, c'est qu'ils ont qu'une obligation d'accepter. C'est un peu compliqué. Enfin, mais oui, commencez par là. Expliquez-leur, vu la situation, est-ce ils sont d'accord pour que le CSE utilise l'adresse mail professionnelle? Oui. D'accord. Eh ben, écoute, on va publier les votes. Donc, je vais partager les résultats. Donc, vous êtes une majorité à continuer à communiquer avec les salariés, ce qui est une très bonne nouvelle. Et la plupart d'entre vous utilisent une messagerie instantanée, ce qui est bien en soi. Et très peu utilisent une appli mobile, ce qui est quand même un peu curieux. Et certains n'ont pas de solution informatique, malheureusement. Oui. Après, je sais pas forcément évident. J'aurais aimé avoir un texte qui vous permette d'imposer à votre employeur la communication, enfin l'acceptation des adresses mail professionnelles. Mais sinon, voilà. Après, on peut revenir aussi, c'est pas toujours évident, mais au téléphone, si pour ceux qui ont les numéros de leurs collègues. Ok. Eh ben moi je t'invite, Sandrine, à passer à la question suivante, Oui. Qui concerne les activités sociales et culturelles. Comment continuer à les gérer dans cette situation? Oui. Alors, premier point, déjà, il y a une ordonnance qui a été prise le 25 mars dernier qui permet en fait pour ceux éventuellement qui avaient organisé des voyages, notamment au ski ou cet été, de pouvoir en fait annuler donc ces voyages. L'annulation, c'est entre le 1er mars dernier et le 15 septembre. Et dans ce cadre-là, vous aurez le droit soit au report du séjour ou à un avoir qui sera valable pendant 18 mois. Ça, c'est une ordonnance qui a été prise. Au début, c'est posé la question, est-ce que c'était aussi applicable au CSE? Donc oui. Donc pour ceux qui éventuellement avaient mis en place ce type de voyage, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à revenir vers votre voyagiste et annuler et lui demander d'avoir un avoir. Parce que comme on n'a vraiment pas beaucoup de vision sur cet été, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va être maintenu, il y a tellement d'incertitudes qu'il vaut mieux, à mon sens, décaler les choses et permettre après que le salarié puisse partir dans les meilleures conditions possibles. Après, pour le reste des activités, pourquoi on a posé cette question? C'est parce que c'est à vous de vous poser, d'avoir une réflexion commune au sein du CSE. Là, est-ce qu'il est opportun de maintenir toutes les activités? On a beaucoup, les cinémas sont fermés, les théâtres. Pour cet été, c'est un grand point d'interrogation. Donc, quel est le mieux? Est-ce qu'il ne faut pas, pour le moment, suspendre certains clients qui ont suspendu leur activité le temps d'y voir un peu plus clair? C'est vraiment, moi, ce qu'on vous invite à faire, c'est vous réunir entre membres du CSE lors d'une réunion préparatoire, faire le point sur les activités que vous proposez et voir qu'est-ce qui est opportun ou non de maintenir. Ou éventuellement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que vous pourriez proposer?
justement à vos collègues pendant cette période très particulière, notamment certains CSE qui ont pu proposer du soutien scolaire en ligne, puisque là, pour le moment, les enfants ne sont plus à l'école. Voilà, ou éventuellement des offres, je crois que c'était pour aussi des fois faire des visites virtuelles. Enfin, il y a plein de choses qui sont envisageables. Donc, c'est poser la question, qu'est-ce qui est le plus opportun de proposer pendant cette période si particulière aux salariés? Et sachez aussi que certains CSE s'étaient posé la question de savoir est-ce qu'on pourrait remplacer les chèques vacances que normalement beaucoup de CSE donnaient là pendant cette période où allaient commencer à distribuer à partir de mai. Est-ce qu'on ne pouvait pas remplacer ces chèques vacances par des bons d'achat, mais quand même bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par l'URSSAF? Mais l'URSSAF a été interrogé sur ce sujet-là et malheureusement, à l'heure actuelle, il n'est pas envisagé, alors je vous dis pas que les choses ne peuvent pas évoluer, mais en tout cas aujourd'hui, ce n'est pas envisagé que les chèques vacances puissent être remplacés par des bons d'achat et avoir les mêmes conditions d'exonération de charges sociales. Donc faut là-dessus malheureusement, peut-être les choses peuvent évoluer, attention, parce qu'on ne sait pas encore de quoi demain est fait, mais mon propos, c'est vraiment soyez vigilants par rapport à ça, vos activités à vos collègues, faites le point. Est-ce qu'on maintient tout ou est-ce qu'on propose des services différents du fait de la situation particulière que malheureusement nous vivons tous actuellement? Oui, Sandrine, en fin de compte, ce que j'ai compris, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est pas parce que le 11 mai, certains d'entre nous vont pouvoir retravailler que les choses vont changer concernant tous les loisirs, les voyages, etc. C'est une situation qui peut durer encore quelques mois, hein, c'est ça, hein. C'est ça, c'est tout à fait ça. Parce que pour le moment, je pense, vous l'avez tous entendu, je pense qu'on est tous pareil, on regarde tous les infos régulièrement pour savoir quelles sont les nouvelles. Et pour le moment, tout ce qui est cinéma, restaurant, tout ce qui est lié au loisir, spectacle, tout va continuer normalement à être fermé. Ils envisagent peut-être une réouverture. Alors, je prends beaucoup de précautions. Peut-être mi-juillet, vraiment peut-être. Donc, il faut forcément se poser la question, puisque là, est-ce qu'il est opportun ou non de maintenir des activités dont les salariés pourront pas profiter? C'est juste ça. Il faut se poser les questions et quitte à aménager pour un certain temps, pour quelques mois, les activités que vous allez proposer à vos collègues. Alors moi, je sais que Delta CE propose à ses clients une solution de kiosque presse numérique et que ça a beaucoup de succès puisque c'est 80 magazines et ça peut être consultable. C'est valable pour toute la famille, enfants, parents, et c'est plutôt voilà, c'est quelque chose qui rentre dans les activités culturelles. Tout à fait. Eh ben, écoute, je te propose de regarder les résultats du sondage. Donc, vous êtes une grande majorité à proposer des chèques à NCV. Oui. Et puis, Après, cadeau. voilà. Après les chèques de mémoire, ils sont quand même valables 2 ans. Oui, je crois que c'est ça. Donc après, même si les salariés n'utilisent pas cette année, c'est pas perdu. Mais voilà, c'est juste, faut réfléchir aux activités pour les mois à venir du fait de la situation, parce qu'un retour vraiment à la normale où tout sera ouvert, où on pourra retourner en une vie plus normale entre guillemets, je pense pas que ce soit pour tout de suite. Il faudra attendre quelques mois. Ok, bah écoute, je te remercie Sandrine. Alors, je réponds en live à une question. Oui, effectivement, il y a eu une petite erreur sur ce sondage. J'aurais dû le faire à choix multiple et non pas à choix unique, malheureusement. Voilà. Bah, je vous remercie et puis on va passer à la séance de questions-réponses. Oui, alors la question, donc oui, en fait, oui, ça concerne le forfait jour. Parce qu'en fait, avant justement, il y a une modification qui était apportée par la loi. Les forfaits jours n'étaient concernés que s'il y avait une fermeture totale ou partielle de l'entreprise dans le cas de l'activité partielle. Mais là, ils ont modifié les choses et maintenant, c'est aussi applicable en cas de réduction d'horaire. Mais on attend
un décret qui devrait venir préciser c'est comment calculer en fait après bah, la rémunération dans le cadre d'une réduction d'horaire pour salariés en forfait jour. Parce qu'il parlait peut-être de convertir euh, les, les jours en demi-journée. Enfin là, on est en attente d'un décret là-dessus. Ça devrait plus tarder, mais on n'a pas encore d'informations. Ok. Alors, on va passer à la question suivante. Ça concerne les CP, les congés payés. Supprimer des congés payés. Supprimer, c'est-à-dire, je pense peut-être plus remplacer peut-être. Oui, c'est sûrement remplacé. Oui, alors parce qu'en fait après on peut pas accumuler deux dispositifs. C'est si par exemple vous étiez en congé payé, bah vous êtes en congé payé et après vous serez en chômage partiel. Mais le fait d'être en chômage partiel ne vous fait pas perdre des congés payés, hein, attention. Après il y a beaucoup d'employeurs en fait ce qu'ils ont proposé, c'est pour qu'il y ait pas une trop grosse perte d'argent pour les salariés avec la mise en place du chômage partiel et pour également limiter leurs demandes auprès de l'État. Ils ont demandé aux salariés ou pour certains imposé la prise de congés payés dans la limite de 6 jours, dont je vous ai parlé, et après ont mis les salariés en chômage partiel. Alors, il y a beaucoup de questions sur les RTT, les congés, hein. On ne Oui. pourra pas répondre à toutes les questions, malheureusement. Euh, alors, alors j'ai une question, voilà. Oui. Alors, là encore, il faut attendre peut-être une précision de notre gouvernement. Mais le problème, c'est que les indemnités qui sont versées dans le cadre du chômage partiel, légalement, ça n'a pas le statut de rémunération. C'est une indemnisation, une indemnité où il y a une exonération de charges. Donc, a priori, des premières informations que nous avons, ce qui est versé aux salariés dans le cadre du chômage partiel ne serait pas comptabilisé pour calculer les budgets des CSE. Là, après, c'est a priori. Peut-être qu'il y aura justement des précisions dans les semaines et les mois à venir. Et parce que on a déjà eu la question nous aussi d'un de nos clients. Et a priori, ce qui est versé dans le cadre du chômage partiel ne rentre pas dans le fameux, vous savez, la DSN, déclaration nominative, sur lequel sont calculés dorénavant les budgets des CSE. Alors, question suivante. Voilà. Alors, je sais pas ce que ça veut dire ALD. Peut-être que tu... Affection de longue durée. d'accord. Alors, là encore, j'ai parlé du 11 mai, c'était juste ce qu'a dit notre président. Il faut attendre parce que c'est comme il a dit, c'est un cap qui nous a été donné. L'objectif, ce serait une reprise progressive à partir du 11 mai. Après, il parle quand même qu'il y a des salariés, des gens qui resteraient quand même confinés après cette date-là. Il parlait notamment de nos aînés ou aussi des personnes qui ont des maladies chroniques. Là encore, il faut attendre parce que il y a un plan normalement qui va être mis en place, enfin qui discute en tout cas en ce moment dans les différents ministères. Et à mon sens, de quelqu'un qui est malade, qui a une maladie chronique, je vois pas comment on va pouvoir lui imposer de revenir dans les locaux. Là, après, les justificatifs, je pense, ce sera peut-être un arrêt de travail ou quelque chose par rapport au médecin traitant. Mais soyez rassurés, je ne pense pas, enfin, j'espère pas surtout, euh, qui vont imposer aux gens qui ont des maladies chroniques, qui sont en infection de longue durée, de revenir travailler dans les locaux. Et je pense qu'ils vont justement préconiser quand même aux employeurs de maintenir le télétravail pour les personnes à risque. Merci, Sandrine. Alors, question suivante. Alors sur la retraite, tout dépend a priori non, mais alors attendez. Sur ce point-là, je préfère quand même vous faire des recherches complémentaires, je vous répondrai dans le document. Parce que Dans le vu, support. ouais, dans le support, parce qu'il y a des choses qui ont été modifiées et ça dépend. Il y a une partie retraite du régime général et il y a la partie complémentaire. Donc, je vous ferai la réponse dans le support. Vous inquiétez pas.
Bon, bah écoutez, enfin, comment savoir pour un accord et décider. Ah, j'ai une autre question. Ah, alors ça, alors si vous avez un conseiller juridique, vous pouvez revenir vers lui, il vous demandera. Sinon, ce que vous pouvez faire, et pour tout le monde, si vous connaissez pas, il y a le site qui s'appelle Légifrance, sur lequel en fait tous les textes, même les conventions collectives, sont publiés et notamment les derniers accords. Donc vous pouvez aller sur le site de Légifrance, vous avez une partie, c'est marqué convention collective. Vous tapez le nom de votre convention et voir les derniers textes qui ont pu être publiés et négociés. Après, toutes les branches d'activité n'ont pas forcément négocié sur les congés payés. Certains quand même commencent à le faire. Je vous ai dit l'automobile, la métallurgie, mais on a d'autres secteurs d'activité où les syndicats patronaux ont proposé une négociation, mais les syndicats des salariés ont refusé de signer les accords. D'accord. Bon, bah écoute, Sandrine, moi je te propose qu'on arrête là. Et puis, merci beaucoup pour votre participation et on se voit très bientôt, le 7 mai et prenez soin de vous.